Je m'appelle Lauriane Miara. Je suis dessinatrice, passionnée d'art et du grand dehors. Ça fait plus de 30 ans que j'arpente les sommets et les vallées des Alpes. 30 ans d'escapades, d'observation et d'émerveillement. Quand je ne peux pas y être, je les cherche du regard, je les dessine, je les imagine. Tous les chemins de ma vie finissent par m'y ramener. Et ce n'est pas uniquement la montagne qui m'attire, mais le vivant qu'elle abrite. Ce matin-là, devant ma feuille blanche, quelque chose a changé. En esquissant les souvenirs d'une de mes dernières escapades, mes traits ont pris une direction imprévue. Comme un détail que l'on découvre par hasard sur une vieille photo. Sur le bord d'un lac d'altitude, j'ai dessiné un personnage que je n'avais pas vraiment remarqué jusque-là. Un montagnard discret, canne à pêche en main, épuisette en bandoulière. Un aventurier des hauteurs, méconnu, que j'ai décidé de suivre au-delà du papier. Voici Antoine. Quelques années de pêche à la mouche derrière lui, des tours en Corse aux lacs alpins en passant par les grandes rivières de l'Ouest canadien. Sa passion s'est naturellement glissée parmi ses autres amours pour les sports de plein air. Patient et minutieux, il prépare son matériel avec soin, attentif à chaque détail. Pour lui, la pêche, c'est autant un moment de concentration que de communion avec la nature. Thibaut est de la partie. On le croise souvent en famille, sac sur le dos, explorant les crêtes. Depuis l'enfance, il passe ses journées dehors à marcher, rouler, skier, courir, pêcher ou juste s'émerveiller. Un rêveur curieux, plus habitué à planter sa tente qu'à lancer une ligne, mais l'idée de découvrir la pêche en montagne l'intrigue. J'ai décidé de suivre leurs pas pour comprendre la pêche en montagne, ses gestes, mais aussi ses impacts. Mettons ensemble le cap sur les eaux sauvages de la Haute-Tarentaise, entre bivouac et refuge, à la quête de truites furtives, de saumons insaisissables et de paysages grandioses. Sur notre route, nous irons à la rencontre de pêcheurs habités par leur passion et de scientifiques pour éclairer le mystère des enjeux de ces écosystèmes. Mais avant tout, prenons le temps de l'approche. Les lacs de montagne se méritent. Nichés derrière des cols escarpés ou tapis au creux des vallées, ils se laissent approcher au terme de sentiers sinueux, gravissant les moraines et les versants façonnés par le temps. Tantôt noir, tantôt blanc, chaque lac porte en lui une histoire, mais tous ou presque partagent une même origine. Les vestiges d'un lointain passé, témoins silencieux d'une époque où une immense calotte glaciaire régnait en maître sur ses sommets. Le premier lac se dévoile. Son eau sombre tranche avec l'éclat des cimes enneigées qui s'y reflètent. Sous d'imposants blocs de roches, les poissons se terrent, invisibles et méfiants. Il y a peu d'activité en surface. Tout se joue dans l'ombre et l'attente commence.
Ça va monter aux poissons qu'on n'a pas pris. Pour l'instant. Comme prévu, la pêche ici est affaire de patience. C'est plutôt une excuse, un prétexte pour ralentir et prendre le temps là-haut, en montagne. Voir la ligne se tendre et la surface de l'eau s'ouvrir d'un gobage furtif n'est que la cerise sur le gâteau. Ici, pas de promesse de pêche miraculeuse. Et c'est parfois sans aucune rencontre avec des poissons qu'il faut partir. La finalité est ailleurs. Chaque lancer de ligne est une façon de sonder l'âme des montagnes. Mais au-delà du plaisir d'être là-haut, que sont-ils vraiment venus chercher ? Sait-on ce qui se cache sous la surface des lacs de montagne ? On trouve dans ces lacs des salmonidés, comme par exemple la truite fario et l'omble chevalier, mais aussi le saumon de fontaine, la truite arc-en-ciel et le cristivomère. Ces poissons remontent généralement les cours d'eau depuis les plaines pour coloniser les torrents de montagne, jusqu'à ce que des barrières naturelles les empêchent d'aller plus haut en altitude. Pourtant, on trouve des poissons dans quasiment tous les lacs de montagne. Mais comment sont-ils arrivés là-haut ? La littérature indique que dès le XVIe siècle, plusieurs lacs sont peuplés artificiellement et qu'ils faisaient l'objet d'une pêche artisanale et régulière pour nourrir les habitants locaux et les bergers. C'était en quelque sorte le garde-manger des montagnes. De nos jours, ces poissons servent uniquement à un usage récréatif pour les pêcheurs de passage. Allons à la rencontre de ceux qui veillent sur ces eaux en Haute-Tarentaise pour comprendre comment fonctionne l'introduction des poissons et les pratiques d'alvinage de nos jours. L'aliénage en montagne, à l'échelle de notre APPMA, on essaye déjà de privilégier les espèces qui peuvent se reproduire. C'est-à-dire comme ça évite d'alviner tous les ans. Parce qu'il faut savoir que l'alvinage, ça c'est par hélicoptère. Alors avant, ça faisait à dos d'homme, maintenant c'est par hélicoptère. Donc il faut aussi penser à l'impact carbone quand même. Au fil des années, plusieurs études scientifiques ont été réalisées sur les différents lacs, comme les lacs Longet-Verdet, les lacs Blancs. Et toutes ces données scientifiques, c'est-à-dire donc des données de thermie, de reproduction, d'invertébrés, vraiment tout a été étudié. Et ces études nous ont permis du coup de prendre un recul sur tout ce qui avait été fait avant et de vraiment partir dans la bonne direction. Donc par exemple des lacs qui fonctionnent tout seuls, où par exemple le cristivomère a été introduit, on sait que ça fonctionne, il y a une reproduction naturelle, on ne va pas retourner alviner. On a la possibilité par exemple de mettre du saumon de fontaine. Si on a un exutoire qui fonctionne bien ou un ruisseau qui jette dedans et qui a la possibilité de se reproduire, privilégions cette espèce-là. Après, il y a aussi le faciès, je dirais, de la morphologie du lac. Typiquement le lac du Retour, c'est un lac où il y a beaucoup de blocs, il y a beaucoup d'enrochements. Et on s'aperçoit que la truite fario fonctionne plutôt bien parce qu'il y a quand même pas mal de nourriture. Et la fario aime bien avoir quand même, comme je disais tout à l'heure, quelque chose au-dessus de la tête, quelque chose pour se réfugier, pas comme une truite arc-en-ciel. Une truite arc-en-ciel, en général, ça se met pas sous un bloc. Au lac de montagne, ça nage toujours en pleine eau. Une truite fario, ça a quand même tendance à se planquer. Le lac du Retour, la truite fario fonctionne très très bien. Donc par contre, on privilégie une seule espèce. On s'aperçoit que mettre déjà plusieurs espèces différentes dans un lac de montagne, ça va apporter de la concurrence alimentaire et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. D'un côté, notre mission est de développer la pêche de loisir et en même temps, il faut aussi protéger les milieux aquatiques. Mais protéger les milieux aquatiques, il n'y a pas que le poisson. Quand on introduit une espèce dans un milieu qui était vierge, forcément le poisson va avoir une action de prédation et du coup, quid des invertébrés, si des grenouilles aussi qui sont impactées. Donc c'est une question qui est ultra pertinente. Depuis des siècles, l'humain a introduit des poissons dans les lacs de montagne, à quelques rares exceptions près. Ces écrins d'altitude, que j'aime imaginer et peindre comme des sanctuaires sauvages, ne le sont finalement pas tout à fait. Pour le meilleur, peut-être, car là-haut, nos amis pêcheurs vivent des instants hors du temps, dans une solitude apaisante, avec des panoramas à couper le souffle et des nuits parsemées d'étoiles. À moins que ce ne soit pour le pire. Pour affiner les contours de mon tableau, allons chercher ceux qui, sur le terrain, œuvrent à préserver les lacs d'altitude.
Ici, on a quelques pêcheurs qui montent durant l'été pour, entre autres, essayer d'attraper les quelques ongles chevaliers qui restent encore dans le lac. C'est des poissons qui ont été introduits, qui vivent dans des conditions assez extrêmes. Donc, on sait qu'ils se nourrissent en se mangeant les uns les autres, en mangeant aussi un peu les poissons fourrages que sont les vairons, qui nous posent aussi des problèmes d'impact sur le milieu naturel. Depuis quelques années, suite à des études qui ont été faites, on a pu démontrer l'impact fortement négatif sur le milieu naturel, les populations de micro-invertébrés, de petite biodiversité. Donc, par principe de précaution, l'État, qui autorisait jusqu'à présent l'empoisonnement dans les lacs de montagne, a dit pour l'instant, on arrête de réintroduire des poissons, mais on sait que de toute façon, il y a maintenant une reproduction naturelle, certaines espèces se reproduisent naturellement. Il y a même ici quelques truites fariou qui se reproduisent. Ça suffit pour maintenir un état de poisson qui permet de pratiquer une pêche. Voilà. Après, il ne faut pas vous imaginer que c'est un pêcheur tous les 10 mètres autour du lac. Hier, on est déjà venu avec ma collègue pour contrôler les bivouacs. On a vu 2 pêcheurs. Aujourd'hui, on n'a toujours pas vu de pêcheurs. Ça reste quand même assez confidentiel. Ouais. Plus on étudie ça, plus on se rend compte qu'en fait, les poissons, c'est comme si on rajoutait un prédateur dans ces lacs-là. Ils vont manger toutes les petites larves, les petits insectes, et donc en fait changer le cours naturel du lac et de cet écosystème. Sachant qu'avec le changement climatique, il y a vraiment beaucoup de modifications dans l'eau, dans la température de l'eau, dans les quantités de nutriments aussi qu'il va y avoir avec les apports du bassin versant, de ce qui arrive dans le lac. C'est en fait un prédateur en plus qui change toute la chaîne alimentaire, et on se dit qu'avoir des poissons, c'est une menace en plus pour cet écosystème qui est déjà assez bouleversé par tous ces changements. Aussi ancestrale soit-elle, l'introduction de poissons dans les lacs de montagne bouleverse un équilibre délicat où chaque espèce a sa place. Sous la surface, le moindre changement laisse une empreinte. Dans les parcs et réserves naturelles, ces eaux sont protégées. Aucun poisson ne doit y être introduit, comme des toiles précieuses que l'on préserve du moindre coup de pinceau. Tu vois là, on a la plongée. En fait, on redescend pas, on traverse là. Ouais, on passe ça doit être le grand plat qui est là-bas au fond. Là. Ouais, on va aller vers ce petit col à gauche là. Pas être mal. Hein. Un poisson qui va voler. Partout. Celui-là il est translucide, on les voit à l'œil nu. Par contre elles vont nous voir grave à l'œil nu aussi. Ouais, c'est pour ça qu'il va falloir pêcher méga fin.
sais pas, je mange pas. Je vais être tout seul à manger mon pauvre saucisson. Alors que les autres ils vont se manger des tacos à la truite. Yes! Écoute, là on a pris des petits saumons de fontaine dans le lac là. On va faire cuire ces poissons après, on va faire des tortillas avec saumon, champignons et oignons. Ça c'est de la nourriture de montagne, là on va être bien là. Bam. Mon aquarelle prend forme. Les couleurs s'étirent, les contours se précisent, mais il reste encore des zones d'ombre, des nuances à approfondir. Maintenant que nous avons compris l'impact de l'introduction des poissons dans les lacs de montagne, traversons la frontière pour l'Italie, où un scientifique expérimente des solutions uniques en Europe pour libérer les lacs de cette pression. Well, now we are in the Montavico Natural Park at the Lake of Vernouilles, and the Montavico Natural Park, together with the Gran Paradiso National Park, is involved in the Life Res Calpir project. That is a project which aims to restore high mountain lakes around the Western Alps, Italian Alps, and the Catalan Pyrenees. In the meanwhile, we are trying to remove the fish from 11 lakes in this project, and we already removed fish from 4 other lakes in a previous project, so that we are recovering a total of 15 lakes here in this area. And this means that we are providing further refuges for the native species. I know that eradicating fish and removing fish from high mountain lakes can be not very popular among anglers that love to fish in high mountains. But we have to consider the many conservation benefits that removing fish from high mountain lakes means. The most complicated case is when we have minnows, because they are small fish and they can form very big population, about 100,000 individuals within one lake. Here we had a large population of minnows. People use minnows as live baits to fish trouts. When sometimes they release the minnows inside the lakes and they become very invasive, can have a dramatic impact on the native communities living in the lakes. And now we removed a very large part of the original population, and the lakes is almost fishless. And the recovery is quite amazing, because in this lake, the common frog, which is the only amphibian living in the high mountain lakes here in the Western Alps, is never bred here in the last maybe 20 years. But in the last 2 years, when we removed the fish, it started again to breed, and now we have about 20 reproductive pairs living here. This is just the peak of the iceberg, because all the lake ecosystem is recovering, but usually the rest of the ecosystem is composed by tiny invertebrates that are not so shiny and not so attractive for average people. The conservation of biodiversity is the priority of protected areas, so that reducing as much as possible the impact of alien fish in protected areas become very important. Outside protected areas, I think that there is a way to move to a conservation-oriented management of fishing activities in a way that we don't hamper the impact of fish in mountain lakes. This could be done by adopting some basic conservation measures, such as avoiding to introduce fish in those lakes that are still fortunately fishless, and to reduce the number of lakes where it is possible to introduce fish, in the hope that some populations that are not reproductive will disappear naturally. And another important point is to avoid the use of live baits, such as minnows, to fish in mountain lakes, to stop the spread of this pest around our mountains.
Rocco, avec son regard aiguisé par la science, semble détenir toute la complexité de l'introduction des poissons et de ses impacts sur les lacs de montagne. Il existe des solutions pour les retirer, bien sûr, mais elles sont longues, ardues et souvent imparfaites. Mon tableau, lui, s'affine. Les contours se dessinent avec plus de netteté. Un équilibre semble possible, un fragile point d'ancrage où l'humain trouve sa juste place et où la pêche reste un geste respectueux du vivant. Mais pour l'instant, retrouvons nos deux compagnons. Ils poursuivent leur chemin là-haut, portés par cette quête simple et universelle, s'émerveiller face à l'immensité des paysages. Faut même se réchauffer un peu. Petit expresso avec de la mousse de lait. Un espresso, il peut aller se rhabiller. Hein. Hey, fais un doublé là. Mon aquarelle touche maintenant à sa fin. Le pêcheur que j'ai dessiné a bien sa place dans ce paysage. Mais l'harmonie ne tient qu'à un fil. L'équilibre entre l'humain et le vivant est fragile, précieux. Comme toujours, quand l'homme fait des incursions dans le monde sauvage, cela ne peut se maintenir qu'à certaines conditions. À l'avenir, nous nous devons de vivre dans une cohabitation plus équilibrée. Pour mettre un point final à cette aventure et revenir à l'origine de tous ces lacs tout en pensant à leur avenir, il nous fallait consulter un acteur incontournable de la protection des glaciers et des écosystèmes qui leur succèdent. Donc dans Marche sauvage, ce qu'on essaie de faire, on travaille notamment sur l'évolution des glaciers et ce qui est en train d'émerger du retrait glaciaire. C'est vraiment des zones immenses sur Terre et en France, dans lesquelles il y a des écosystèmes ultra sauvages, les plus intacts de France, hein, parce qu'ils sont tout neufs. C'est les seuls écosystèmes comme ça, à ce point neuf, qui sont en train de se développer. Donc il y a des forêts primaires, il y a des rivières primaires, ça veut dire que des rivières qui n'ont jamais été modifiées par l'homme. C'est unique ça en France, hein, qui sont en train de naître dans ces zones. Il y a des zones humides, des nouveaux lacs. Comme je dis, c'est les joyaux de la couronne de la naturalité en France. C'est les dernières marches sauvages, c'est les dernières zones sauvages de France qui servent de refuge et de sanctuaire pour la biodiversité. Pendant longtemps, la protection de la nature, la gestion de la nature, la conservation de la nature impliquait une grande action humaine qui était on agit, on accompagne la nature, on introduit, on chasse, on régule, on plante, on choisit. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'homme, souvent, en intervenant, il fait beaucoup de bêtises.
En fait, on déstructure les fonctionnalités de la nature et sur la séquestration du carbone, sur la fonctionnalité du vivant pour que les réseaux trophiques marchent bien, la nature, elle fait très très bien toute seule. En gros, la grosse question de tout ça, c'est la question de l'équilibre homme-nature. Pour faire cet immense défi qu'est la transition écologique, si on sort les gens de la nature, ce serait vraiment dommage et je ne suis pas sûr que ça marche, qu'on arrive à embarquer les gens. Donc il faut trouver comment emmener les gens en nature et laisser des zones d'accès, responsabiliser les gens, que les gens aient conscience que n'importe quelle activité outdoor, qu'on fasse du parapente, de la pêche, du ski, de la randonnée, on a un impact. On dérange, on va répandre des micropolluants, on va être dans un habitat naturel de d'autres espèces. Est-ce que, comme pour les stations de ski, d'accepter que des zones soient très fréquentées versus des zones beaucoup moins fréquentées permet d'une part de sacrifier en quelque sorte certaines zones versus laisser le plus possible en nature et avec le plus de respect possible d'autres zones. Et peut-être que d'alviner certains lacs pour une pratique de pêche qui est concentrée dans certains lacs avec un état écologique bon ou moins bon, versus laisser les autres, ne pas les alviner, laisser une libre évolution écologique. S'il y a des poissons, tant mieux, il y aura des pêcheurs demain, mais laisser les poissons décider et laisser la nature décider, je pense que c'est peut-être quelque chose qui paraît important à faire. Les nouveaux lacs qui sont en train d'émerger, c'est les lacs les plus sauvages et purs de France. Et donc là, pour le coup, il me semble qu'on a une immense responsabilité à ne pas alviner dedans. À pas faire de paddle ou à pas faire d'autres activités qui ont un impact, mais qu'en tout cas, ce qui est en haute montagne est en train d'émerger du retrait glaciaire, on a peut-être une vraie responsabilité envers aujourd'hui et envers nos enfants, de vivants en général, d'en prendre soin et de laisser le plus possible en libre évolution. Nous, les pratiquants d'activités de pleine nature, nous devons nous interroger sur nos impacts et nous remettre en question pour respecter ces espaces. Alors, la prochaine fois que nous poserons le pied là-haut, faisons le choix d'une cohabitation respectueuse pour que l'appel des sommaires résonne encore plus longtemps. Comme une feuille blanche à illustrer, comme un nouveau départ, pour une nouvelle éthique.